Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Un sujet ce midi avec vous au 39-21, l'état d'urgence. Comment expliquer les violences auxquelles nous avons assisté ces derniers jours alors que nous sommes en plein état d'urgence ? Bien sûr, et puis c'est l'image, il y a 2 jours, de ces policiers coincés dans leur voiture et des casseurs y introduisent un cocktail Molotov. Ça aurait pu évidemment tourner au drame. Par miracle, les 2 policiers s'en sont sortis, mais c'est une image qui a beaucoup marqué. Donc beaucoup de gens, depuis cette image, peut-être le pensaient-ils avant, mais disent avec une certaine force comment se fait-il que des violences comme ça peuvent se produire et que des casseurs peuvent être aussi nombreux dans la rue alors que nous sommes précisément en état d'urgence. Donc nous vous avons sollicité par l'intermédiaire du 39-21 et pour nous accompagner dans ce dialogue, nous avons demandé à un politologue et constitutionnaliste de nous accompagner. Bonjour Olivier Roucan. Bonjour. Donc voilà, on va essayer d'expliquer un peu comment se fait-il que l'état d'urgence existant, il puisse y avoir autant de monde dans les rues et donc autant de violence. Je signale que vous êtes auteur par ailleurs de Droit constitutionnel et gouvernance politique paru aux éditions Gualino. Voilà, pour ceux que cela intéresse, ils pourront prendre connaissance de votre travail et de votre réflexion. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes à Palampin dans le Nord. Oui. Vous alors, quel est votre sentiment sur cette situation ? Le sentiment, c'est que je suis un peu comme tous les Français choqués par les images qu'on a vues. Oui. Mais le problème, si j'ai bien compris, c'est qu'on est coincé, pas administrativement ou constitutionnellement, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer l'état d'urgence dans sa totalité. Donc on est dans une solution, excusez-moi le terme un peu bâtard, c'est-à-dire qu'on fait l'état d'urgence, Oui. mais on permet quand même quelque chose et on tranche pas, quoi. Alors c'est vrai qu'on peut pas arrêter de vivre, ne pas faire l'euro, ne plus faire de manifestations, mais d'un autre côté, nos hommes politiques nous disent nous sommes en guerre. Donc si on est en guerre, faut prendre des lois terribles pendant un moment martial, mais enfin, c'est compliqué. Je suis à la fois choqué et à la fois je comprends que pour les politiques c'est pas évident, mais C'est difficile. quand on voit que ces gens se Oui. sont fait libérer, c'est quand même aberrant. Ils ont donc eu les moyens de prendre un avocat, d'aller à un référé. Ils étaient censés être dangereux. Hier, j'écoutais qu'avant, on leur faisait faire le tour de commissariat. On contrôlait leurs papiers pendant 4 heures pour les bloquer. Oui. Il y avait certainement moyen de faire quelque chose, mais que ces gens aient pu payer un avocat pour pouvoir aller casser, excusez-moi le terme, casser du flic, quoi. On était à la limite de l'homicide. Oui, c'est très, même si je comprends la difficulté, c'est extrêmement choquant. Oui. Alors payer un avocat, enfin, je ne sais pas, je dis ça, je ne connais évidemment pas ni ces gens ni leur avocat, mais il peut y avoir suffisamment de sympathie pour qu'un avocat les défende pour pas cher. Je ne pense pas que ce soit le fait qu'il se soit payé un avocat qui est On va problématique. demander à Abdel Slam, il n'est pas très sympathique, mais il a l'un des meilleurs avocats de France gratuitement. Ça aussi, c'est quand même... Oui, c'est un autre débat, ça. Hein. Oui, c'est un autre Bon. débat, mais Donc, bon. on va peut-être pas l'ouvrir là tout de suite. Non, Mais en tout cas, j'entends ce que vous dites. Vous êtes choqué que des casseurs aient pu participer aux manifestations. Restez avec nous, Christophe Olivier Roucan. On ne peut pas interdire les manifestations. La CGT dépose une demande de manifestation au nom de l'état d'urgence. Le préfet ne peut pas dire non. On est d'accord ? Il y a un pouvoir de police administrative générale qui appartient au maire et en cas de carence au préfet. Et c'est en se fondant sur ce pouvoir de police administrative générale qui est préventif, pas répressif, que l'on peut éventuellement interdire une manifestation. Et pour quelle raison ? Évidemment, pour un risque de trouble à l'ordre public. Mais il faut que la mesure d'interdiction soit suffisamment proportionnée au risque. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'interprétations préalables et si jamais il y a disproportion, si donc on estime que les libertés sont entravées de façon disproportionnée, alors la décision est cassée par le juge administratif. Mais c'est du préventif tout ceci. Ce qui s'est passé l'autre jour dans la rue, Oui. Là, C'est-à-dire c'est la la voiture de police qui répression brûle. parce que là, il y a acte délictuel. Ce n'est plus de la prévention. Mais est-ce que, puisque cette image-là existe et qu'elle est dans nos mémoires, Oui. une voiture de police, on y met un cocktail Molotov, 2 policiers ont failli y laisser la vie, est-ce que, puisque cette image a été fabriquée, les pouvoirs publics, le préfet, ne peut pas prendre appui sur elle pour dire à la CGT, à FO, j'interdis votre manifestation, vu ce qu'elle peut causer dans les rues et le danger qu'elle peut apporter. Voilà, ça c'est une affaire de jugement, d'opportunité et de prévision de la réaction du juge, parce qu'il ne manquera pas d'y avoir recours et le juge se prononcera. Surtout, c'est aussi une estimation des rapports de force par rapport à l'opinion publique
public, par rapport à ces manifestants, et est-ce qu'une interdiction prise de but en blanc ne créerait pas plus de désordre, c'est-à-dire on contrevient alors à l'objectif, ça, oui, d'accord. qu'on ne créerait un ordre, c'est-à-dire que nous sommes dans un état de droit, c'est ce qu'il faut toujours rappeler, autrement dit, ce qui est majeur, ce qui est incontournable, c'est le respect de la liberté. Et on ne peut pas priver un individu de sa liberté, quelle que soit, j'allais dire, ensuite la qualité de cet individu, de ses comportements éventuels. On peut simplement restreindre à certains moments donnés, mais il faut le justifier, certaines libertés. On ne peut pas priver les gens de liberté, Christophe. Ça vous paraît... Là, cette manifestation, elle était très spéciale. C'était les policiers. Regardez les manifestations. Le lendemain de la manifestation policière, il y a eu des dégâts, mais il y a quand même eu moins de violence. Je veux dire, tout le monde savait bien. Et c'était attendu que si les policiers manifestaient, ils risquaient d'avoir une violence. Et la manifestation bien plus était forte. interdite. La manifestation hostile à la police ce jour-là était interdite. Elle Oui, était interdite, celle-là. J'entends bien, mais il y avait aussi Je ne des sais gens plus qui quel étaient était son interdits mot de d'ordre, venir mais- et on les a laissés venir. On les a laissés, c'est-à-dire là vous faites référence aux référés, aux 10 personnes qui étaient Oui. a priori... On a appliqué à la lettre, on aurait peut-être pu appliquer dans l'esprit. Peut-être, mais là c'est le juge qui l'a décidé en fonction des éléments qui ont Mais été les fournis. images ont donné tort au juge après. Et les images ont donné tort au juge, oui, on est obligé d'en convenir. Mais Mais après... heureusement que le policier a gardé son sang-froid quand même. Ouais, Cet c'était homme, parce qu'on aurait spectaculaire. dit des hyènes autour d'un bison, hein, Bien pire sûr. que des hyènes. Non, bien sûr, c'était une image très choquante et vous avez raison de le souligner, le policier a fait preuve d'un grand sang-froid. Vous avez Et raison. je pense que ceux qui et les flics devraient peut-être regarder un petit peu ça et de se dire cet homme, fallait quand même beaucoup de sang-froid. Absolument, et de courage. Merci beaucoup Christophe. Merci. Alors vous êtes à Falampin, parce que j'ai dit Palampin tout à l'heure, mais un habitant des Hauts-de-France qui est présent dans le studio me Je signalait confirme. qu'on disait Falampin. Voilà, et les Hauts-de-France. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci Christophe. Maxime, quelque Oui, chose à ajouter? Message d'Emma sur Twitter avec le hashtag 1midi. Elle dit: le paradoxe de l'état d'urgence, ce sont ces manifestations qui sont autorisées, alors qu'on annule des kermesses dans les écoles rurales, vu le risque terroriste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est toujours pareil, c'est une affaire d'appréciation. Alors, l'annulation de kermesse dans des écoles rurales, alors je ne suis pas au courant précisément de cette décision. Il y a des préfets qui ont demandé aux écoles d'organiser Oui. elles-mêmes la sécurité, les écoles C'est disant nous on ne peut pas, donc on annule. D'accord, bon ben voilà, c'est une des conséquences, toujours au nom de... Parce que l'état d'urgence, en fait, c'est ce pouvoir de police administrative générale, mais qui peut augmenter en puissance du fait de ce risque grave, péril imminent, calamité publique, donc la qualification de l'état d'urgence. Et dans ce cadre-là, on peut prendre des mesures qui vont plus loin. Et on a les assignations à résidence, on a les perquisitions administratives, ce sont les deux mesures phares des lois qui ont été votées en novembre et qui sont reconduites du fait de la reconduction de l'état d'urgence. Donc là, des mesures un peu exceptionnelles, mais pour le reste, ça va être du pouvoir de police administrative générale. Simplement, le contexte peut faire à ce qu'on va plus loin que d'ordinaire. Et donc, ça donne ce genre de décision. Bonjour Ronan, Oui, bonjour Jean-Michel. vous êtes à Plohermel, dans le Morbihan. Oui, moi je voudrais réagir aux manifestations extrêmement violentes qui ont eu lieu à Rennes et à Nantes Oui. ces dernières semaines Oui. et en période d'état d'urgence. Premier point, je pense que ça nuit gravement aux revendications des ouvriers parce qu'on fait un amalgame entre des ouvriers ou des gens qui ont quelque chose de véritable à réclamer et qui ont un droit de manifester qui pour moi est très très important de le maintenir. Oui. Donc aujourd'hui, nous on est dans un secteur, je suis pas très loin de Notre-Dame-des-Landes, Oui. de non-droit à Notre-Dame-des-Landes. On sait que les casseurs se replient sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Quand on voit les images dramatiques qu'on a vues hier de la voiture incendiée et des policiers agressés, je rappellerai à nos auditeurs qu'il y a eu les mêmes faits ou très proches à Notre-Dame-des-Landes avec un véhicule de gendarmerie qui a été détruit, caillassé, détruit et les gendarmes obligés de fuir la zone, ce qui est totalement inimaginable dans un état de droit. Quand vous parliez de juges, les juges ont statué sur la situation de Notre-Dame-des-Landes et ont validé tout le protocole, tout le processus de construction de l'aéroport, d'évacuation, d'indemnisation des propriétaires sur place. Et malgré tout, l'État ne fait rien. Moi, je comptais beaucoup
tout de suite, je suis pas quelqu'un de gauche. Je comptais beaucoup sur l'arrivée de Jean-Marc Ayrault quand on m'a dit Jean-Marc Ayrault arrive comme Premier ministre. Matignon, oui. On va régler le problème de Notre-Dame-des-Landes. C'était le maire de Nantes et globalement pas un mauvais maire, même s'il n'a pas mes idées politiques. On s'était dit Notre-Dame-des-Landes va être soldée. Et que voit-on? En fait, Notre-Dame-des-Landes est devenue une base arrière. Moi, je dirais d'une forme de terrorisme. Alors, effectivement, pas du terrorisme islamique tel qu'on le subit depuis plusieurs années et dernièrement au mois de novembre en France, mais d'une forme de terrorisme contre l'état de droit, d'une forme de terrorisme et de terreur contre les riverains de Notre-Dame-des-Landes. Moi, je suis à une 60aine de kilomètres. Mais on voit, ces gens-là viennent jusque dans notre secteur, mais bon, comme ils sont en petit comité, ils restent... mais par contre, les gens qui habitent autour de Notre-Dame-des-Landes subissent dans leur chair et dans leur vie quotidienne cette forme de terreur. Et ça, on ne peut pas le continuer. On peut pas continuer. On peut pas. Et effectivement, moi, il a été reproché au gouvernement de ne pas avoir évacué il y a quelque temps il a été reproché au gouvernement de ne pas évacuer il y a quelque temps le site de Notre-Dame-des-Landes. Je ne vous entends plus. Vous m'excuserez. Et maintenant, mais je pense qu'on va vous entendre. Et maintenant, le référendum qui va se produire, je crois que c'est le 24 juin. Non, oui, 24 juin, 26 juin. Enfin, par là. Oui. Là, maintenant, on va trancher un peu le problème. On a reproché effectivement au gouvernement sa passivité. Il y a des voix aussi qui s'élèvent. Alors, Jean-Marie Le Guen, qui était notre invité tout à l'heure, disait ce ne sont pas des groupes constitués, mais on peut peut-être dissoudre aussi juridiquement certains groupes dont on sait que les membres sont violents. Ce sont des mesures assez rares dans une démocratie. Et là, peut-être... Dans le cadre de l'état d'urgence, d'ailleurs, en Conseil des ministres, on peut, plus que d'ordinaire, dissoudre des associations ou des groupements, mais qui peuvent être qualifiés de terroristes. Et donc, ensuite, toute la question est de savoir comment qualifier ces différents groupements, associations, de pouvoir les identifier, parce que pour dissoudre un groupement, il faut qu'il existe. Donc là, on est vraiment sur du droit, certes, qui cadre les choses, mais ensuite, ce sont des rapports de force politique. Et on voit quand même bien, en effet, que nous sommes dans une phase dont il faut penser, espérer qu'elle ne durera pas, mais où la violence, l'expression de la violence dans la rue, mais pas seulement dans la rue, dans les échanges de messages aussi, augmente. Et ça, ce n'est pas bon signe pour la qualité de la vie démocratique, c'est une évidence. Merci Olivier Roucan. Maxime ? Un message pour un peu résumer la situation, c'est Le Carré qui nous dit « Pauvre gouvernement, s'il fait, c'est un dictateur, s'il ne fait pas, il est mou ». C'est toujours difficile de gouverner. Merci Ronan d'avoir appelé le 39-21. Nous marquons une petite pause et nous poursuivons ce débat sur l'état d'urgence en France. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek, sur Europe 1. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et cette question avec vous au 39-21, comment expliquer les violences auxquelles nous avons assisté ces derniers jours alors que nous sommes en plein état d'urgence ? Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes à Coudou, dans les Bouches-du-Rhône. Absolument. Alors c'est un petit village. Excusez-moi, un petit village, allez-y. C'est un petit village de 3500 habitants, donc qui n'est pas concerné a priori par la violence des manifestations. Oui. Mais néanmoins, je souhaitais apporter un témoignage parce que je voudrais mettre le doigt sur ce qui me semble être une incohérence. Oui. Et cette incohérence, à mon avis, aujourd'hui, elle reflète l'état dans lequel est notre société qui manque de pilotes et de lignes directives, il me semble. Je suis élue de ce petit village, donc 3500 habitants, a priori paisible. Et la ministre de l'Éducation nationale a très récemment donné des consignes extrêmement strictes aux municipalités ainsi qu'aux directeurs d'établissements scolaires afin de protéger au mieux les écoles qui sont a priori des cibles pour les terroristes. Oui. Nous sommes donc bien là dans le cadre de l'état d'urgence et des mesures spéciales sont demandées, un effort particulier est demandé aux municipalités pour renforcer la sécurité aux abords des écoles. Oui. Et notamment, tout rassemblement devant les écoles est interdit. Quand je parle de tout rassemblement, je parle d'enfants qui se rejoignent le matin devant la grille ou de parents qui, après avoir déposé leurs enfants, ont l'habitude de discuter 2 minutes ensemble. Voilà, et donc on vous demande de vous disperser quand ça se passe comme ça ? On demande donc à la police municipale de faire le nécessaire pour faire circuler. Et des notices sont passées de façon très limpide de la part du ministère. Voilà. Et
Donc nous, petites municipalités, et c'est le même cas pour les grandes municipalités d'ailleurs, nous sommes évidemment dans le cadre et dans le contexte d'une baisse qui est importante, donc mobiliser des forces de police municipale, ça coûte de l'argent. Néanmoins, nous faisons cet effort-là, et à côté de ça, effectivement, il nous semble paradoxal que dans le cadre de ce même état d'urgence qui demande ces efforts, on autorise des manifestants à mettre des grandes villes à sac, qu'on autorise ces manifestations qui, a priori, sont effectivement des lieux aussi potentiels de dangerosité, ne serait-ce que pour les manifestants eux-mêmes, puisque dès lors qu'il y a rassemblement, on nous explique qu'il y a danger potentiel et que ça peut être une cible pour les terroristes. D'accord, Sophie. Donc pour vous, il y a une contradiction. Oui, il y a une contradiction et je crains que ce ne soit une forme de complaisance, je vais utiliser ce mot-là, par rapport à effectivement certains groupuscules d'extrême gauche qui se greffent sur ces manifestations, qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble des manifestants. On comprend votre raisonnement. Olivier Roucan, est-ce que vous pouvez répondre à Sophie? C'est-à-dire, on interdit le rassemblement près des écoles, mais on autorise des manifestations avec tous les débordements que l'on voit. Oui, cela peut sembler un peu absurde, et cette disproportion peut choquer, en effet, mais enfin, il y a une vie démocratique, il y a une vie... la manifestation doit rester possible, y compris dans l'état d'urgence, parce qu'il faut bien faire la démonstration, y compris vis-à-vis des autres démocraties, des voisins, que la France reste une démocratie, qu'une vie sociale et politique reste possible, et sans quoi la France serait sanctionnée au niveau international. Parce que, encore une fois, les droits fondamentaux, l'opinion, manifester son opinion, cela doit être possible, ou alors on passe à un autre état qui serait éventuellement l'état de siège, voir l'exercice des pleins pouvoirs par le chef de l'État. Nous n'en sommes pas là. Il n'est a priori pas du tout question d'y passer pour l'instant. Bon, alors par contre, il peut y avoir sur le plan administratif et de la traduction de tout ceci, des éléments qui semblent, je dis bien qui semblent un peu absurdes, qui semblent choquer. Simplement, pensons à une chose. S'il se produit un acte malheureux dans une école, tout le monde trouvera la mesure que vous semblez, entre guillemets, ici contester ou excessive. Tout le monde la trouvera très utile. Bon, vous êtes convaincu, Sophie, ou pas trop? Un peu. Franchement. Encore une fois, nous, la mesure, nous avons à cœur de la respecter. Ça descend du ministère, donc il est bien évident qu'il est hors de question de ne pas appliquer dans la mesure du possible ce qui est demandé par Madame la Ministre. Néanmoins, effectivement, on ne va pas se leurrer. Si demain, des gens décident de prendre d'assaut une école, ça n'est pas deux policiers municipaux qui vont pouvoir stopper le carnage. Ça, vous avez raison. Donc, mais en même temps, suspendre toutes les libertés publiques parce qu'on est en état d'urgence, c'est peut-être aussi un peu excessif. C'est compliqué, quoi. Empêcher les gens de dire ce qu'ils ont à dire. Il faut concilier tout ça. Oui, il faut concilier, mais effectivement, dans la mesure où les gens qui organisent les manifestations ne semblent pas faire montre d'une capacité extraordinaire à cadrer le débat, et que manifestement on va de débordement en débordement, à un moment donné, il faut peut-être dire halte. Je pense que les gens qui souhaitent s'exprimer ont eu l'occasion de le faire. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, halte aux casseurs, ça tout le monde en est d'accord. Après, est-ce qu'il faut interdire les défilés syndicaux, l'expression politique? Si d'autres partis politiques voulaient manifester demain, est-ce qu'on les interdirait? Peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas la réponse, mais effectivement, on est dans le cadre d'un état d'urgence. On appelle tous de nos voeux à ce que cette situation se résolve et cesse au plus vite. Maintenant, effectivement, je crois que les Français sont prêts à faire des efforts et à comprendre dans leur ensemble que c'est une situation qui est ponctuelle et qui ne prive pas à terme les citoyens de leurs droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour votre appel au 3121. Au revoir, merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Olivier Roucan, voilà, c'est toujours compliqué d'expliquer le droit et d'essayer de mettre un peu de cohérence et de logique dans tout ça. C'est surtout compliqué pour le gouvernant de trouver, l'exemple l'indique, là, le témoignage précédent, l'équilibre entre, en effet, la protection de l'ordre public de façon préventive, et c'est toujours ça aussi un problème, et puis l'expression des libertés. Bon, là, le curseur semble devoir être recalé parce qu'il est vrai, on l'a déjà vu d'ailleurs lors de l'état d'urgence, il y a quand même dans l'opinion
l'opinion publique une large majorité qui accepterait une diminution des libertés au nom du bon ordre. Et il est clair que là, l'image des casseurs, et au-delà de l'image qui se passe, contrevient à cette idée que l'ordre public est maintenu. Donc le gouvernement doit sans doute réagir là. Merci Olivier Roucan de Merci. nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous avez écrit « Droit constitutionnel et gouvernance politique » aux éditions Gualino.